à tous, bienvenue sur i24 News au programme de ce Culture Mag. La crise du disque, depuis 10 ans, les amateurs de musique vivent une véritable révolution. YouTube, Flow de Deezer et Bibliothèque iTunes remplacent peu à peu les CD, mais à quel prix? Nous poserons la question à Benjamin Pétrovert, journaliste radio et télé, qui publie son enquête dans son tout premier livre intitulé « Ils ont tué mon disque », à paraître le 16 avril prochain aux éditions First. À suivre également le reportage au centre Nachachibi à Jérusalem-Est qui abrite les livres les plus anciens de la littérature arabe. Et puis en fin d'émission, nous retrouvons Sandy Fortis pour sa chronique consacrée aux dernières révélations des studios Disney. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benjamin Pétrovert. Bonjour, vous êtes journaliste radio et télé, mais qu'on ne se trompe pas, vous n'êtes pas venu pour parler des élections israéliennes aujourd'hui, mais de votre premier livre. Il s'intitule « Ils ont tué mon disque », qui va paraître aux éditions First le 16 avril prochain et est déjà disponible en précommande sur Internet, notamment sur le site Amazon. Alors, il est consacré à l'histoire de la révolution de l'industrie musicale et de la disparition programmée du disque. Alors, pour mener cette enquête, vous êtes parti à la rencontre des plus grands acteurs de cette industrie, Pascal Nègre, Jacques Lang ou encore Pierre Lescure. On en parle dans un instant, mais avant cela, je vous propose de visionner ce sujet sur le grand comeback du vinyle. Alors, simple mode passagère, ouvrez tendance, un sujet signé Gabi Tartarovsky et David Gombard. Les vinyles se remettent à tourner sur nos platines à un rythme effréné. Ce soudain renouveau permet à des établissements tels que la Vinyl Factory de prospérer. Ses 6 presses et son personnel dévoué servent une communauté d'amateurs de 45 tours de plus en plus large. Je pense que les labels de disques ont senti que ça pourrait être une bonne idée que de sortir certains de leurs singles en vinyle afin de les rendre collector. En Israël aussi, on assiste au renouveau des vinyles. Ouvert depuis 1987, The Third Ear à Tel Aviv est le lieu de référence pour de nombreux collectionneurs locaux. Ceux qui optent pour les disques apprécient le côté artisanal et l'entretien que cela demande. Changer de face, nettoyer, aux antipodes du simple téléchargement. Vous sentez que vous tenez quelque chose entre les mains. Vous avez 10 chansons et elles pèsent leur poids. C'est pas comme ces minuscules lecteurs MP3 qui contiennent 10 000 chansons. Nombreux aussi sont ceux qui pensent que la qualité du son est bien meilleure. Le vinyle a un son bien meilleur, plus chaleureux, parce que ce n'est pas numérique. Je dirais que c'est une expérience bien plus confortable. Aussi, le fait que ce soit un grand format, c'est un peu comme un livre. Vous n'avez pas besoin de microscope pour lire le texte. Le vinyle reste cependant un marché de niche qui ne représente qu'un petit pourcent de toutes les ventes d'albums au Royaume-Uni et 1,5% aux États-Unis. Pourtant, les grands labels continuent de sortir leurs anciens enregistrements et de nouveaux albums sur vinyle, comme les derniers albums de Daft Punk, Pearl Jam ou encore Rihanna. C'est vraiment un bon moyen de faire de la pub, mais le fait que les fans préfèrent ce support, les groupes adorent cela, car c'est un peu comme recevoir une médaille d'honneur que de pouvoir sortir un vinyle et de s'inscrire ainsi dans la mythologie qui entoure le rock'n'roll. Boutiques indépendantes comme grands magasins, tous ont profité de ce boom des ventes. Mais le retour du vinyle ne permet pas à tous de survivre. En novembre dernier, les propriétaires de On The Beat, l'une des plus anciennes boutiques de Londres, ont vendu aux enchères sur eBay leurs magasins et leur stock de disques pour plus de 360 000 €. Tim Derbyshire, le fondateur du magasin, affirme qu'il est temps pour lui de passer le flambeau à d'autres mélomanes. Les hommes passent, mais les vinyles, eux, sont partis pour rester. Alors Benjamin, vous y croyez au retour du vinyle ou à un simple effet de mode selon vous? Écoutez, je pense que le vinyle est un vrai symbole de l'affection que le public porte pour le disque et pour la musique enregistrée. C'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que la musique ne vaut plus rien. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui, les moins de 20 ans, qui sont nés avec la gratuité de la musique. Ils sont nés avec YouTube, ils sont nés avec Deezer, ils sont nés avec Spotify, et brusquement, on se rend compte qu'il y a un retour du vinyle. Et ce qui est très intéressant, votre sujet le montre, mais je m'en suis vraiment rendu compte durant mon enquête, ceux qui vont acheter les vinyles, ce ne sont pas que les vieux collectionneurs. C'est également toute une nouvelle génération, des jeunes de 20, 25 ans qui sont nés avec le MP3, qui sont nés avec un iPod dans les mains, et bien qui achètent aujourd'hui du disque vinyle. Et qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent du Led Zeppelin, ils écoutent du Gainsbourg, ils écoutent les Beatles, ils écoutent les Rolling Stones, mais avec le son d'origine. Et pour avoir le son d'origine et cette impression d'origine, eh bien ils achètent des vinyles. Alors bien sûr, ça représente une
toute petite partie du marché. On entendait dans le sujet, hein, c'est 1 et quelques % sur le marché anglais-américain. En France, c'est un petit peu plus. On est autour des 3%. Mais dans le symbole, quel symbole? On est prêt à payer 15, 20 € pour écouter 10 chansons. Et ça, c'est incroyable. Un véritable retour aux sources. Mais finalement, quelles sont les principales causes de la crise du disque? Est-ce que ce sont les maisons de disques qui n'ont pas su s'adapter, ou encore Internet avec on met à disposition une profusion de musique en ligne? Quelle est la véritable cause? Alors, je vous remercie pour votre question parce que c'est vraiment le cœur de mon enquête. La crise du disque, c'est d'abord un énorme progrès technique. C'est l'arrivée du MP3, l'arrivée de l'immatériel. Brusquement, on n'a plus besoin de poser un disque, une cassette, un support dans un appareil pour l'écouter. On peut écouter des musiques à profusion et si possible gratuitement. C'est ce qui est arrivé avec la crise du disque. Le problème, c'est que face à ce progrès technique, l'attitude des uns et des autres n'a pas du tout été celle qu'il fallait. Les maisons de disques ont péché par leur lenteur à comprendre cette révolution qui est digne de la révolution de l'imprimerie par rapport au parchemin. C'est la révolution de Gutenberg véritablement pour le disque. Les maisons de disques ont tardé à comprendre ce qui se passait. Le pouvoir politique a tardé à réagir également pour punir les pirates. Songez que la crise a commencé en 99 dans le monde et qu'en France, la loi Hadopi a été votée en 2009, mise en application en 2009. 10 ans, une éternité au siècle du tweet. Donc c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé après cette cinquantaine de témoignages, tous ces grands acteurs que vous êtes allés interviewer, c'est ce qu'ils vous ont confirmé quelque part? Absolument, avec plus ou moins de mauvaise foi. Par exemple, lorsque je suis allé voir les géants de l'Internet, souvenez-vous, vers 2003-2004, le haut débit est arrivé un petit peu partout. Et c'est le haut débit qui a véritablement tué l'industrie du disque. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne mettait plus un quart d'heure pour télécharger une chanson. On mettait 2 minutes pour télécharger un album entier. Et quand j'interrogeais les responsables du haut débit, ils me disaient « Oh ben non, nous on y est pour rien ». Et pourtant, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que de grandes campagnes ont été faites par les géants de l'Internet en disant « Avec mon forfait, téléchargez tout ce que vous voulez et toutes les musiques que vous aimez ». Sauf qu'à l'époque, iTunes n'existait pas, les offres légales n'existaient pas. Autrement dit, avec les géants de l'Internet, on a incité au piratage. Alors, vous l'avez dit, le gouvernement a réagi en créant notamment la loi Hadopi. Il existe également des plateformes de téléchargement payantes, mais les artistes restent très frileux à tout ça. Comment vous l'expliquez? Absolument, parce qu'on avait jusque-là des codes, on les comprenait, on payait 10 €, 15 €, soit pour un CD, soit pour des titres qu'on téléchargeait, et la répartition était très claire. Aujourd'hui, il semblerait, d'après les derniers chiffres, que le téléchargement de fichiers MP3 fait déjà lui-même partie du passé, et que le modèle iTunes, qui a vécu à peine 10 ans, fait lui aussi partie du passé. Le nouveau modèle qu'on nous présente, c'est le streaming. Vous connaissez Deezer, vous connaissez Spotify. On s'abonne pour 9 € par mois en écoutant de façon illimitée de la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne possède plus notre musique. On paye comme pour une bibliothèque municipale pour écouter ces morceaux. Et le problème, c'est que la répartition et les abonnés sont encore extrêmement faibles. Alors, on a entendu il y a quelques mois des artistes comme Taylor Swift qui refusaient de mettre leur catalogue sur Spotify. À titre personnel, je pense que c'est un mauvais calcul, mais on peut les comprendre parce qu'en ce moment, c'est vrai que vu la répartition et vu les sommes engrangées par ce nouveau moyen d'écouter de la musique, ils ne gagnent quasiment rien. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, mais il vaut mieux ça que ne rien gagner du tout via tous les internautes qui piratent. Dernier mot très rapidement, Benjamin Pétrovert. Est-ce qu'on peut dire que le disque a été finalement le cobaye d'une crise qui touche l'ensemble des industries culturelles, comme le livre ou le cinéma? Absolument, absolument. Cette crise du disque qu'on a connue depuis 10 ans a été la première. On a vu toute la presse donner la leçon et faire la leçon aux professionnels du disque en disant « vous n'avez rien compris à Internet ». Sauf que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2015? On voit bien la presse complètement s'effondrer sous les coups de ces articles mis en ligne sur Internet. On voit le cinéma qui a peur avec la VOD et via l'arrivée de grandes plateformes telles Netflix, et ou encore, du côté de la littérature, les maisons d'édition qui peinent à mettre en ligne les propres ouvrages. Comme quoi, on voit bien, d'ailleurs, ici à Tel Aviv, on s'en rend compte, ça a été aussi une véritable révolution, les maisons de disques israéliennes qui ont commencé il y a très longtemps, avant la naissance de l'État d'Israël. Songez que Ed Artsy, la première maison de disques israélienne, est née en 1946 et a fini malheureusement comme toutes les autres maisons de disques par le monde, c'est-à-dire on doit licencier à tour de bras et on doit se remodeler et s'adapter au modèle du futur. Merci beaucoup Benjamin Pétrovert pour ce rappel historique puis pour cette interview. Ils ont tué mon disque, apparaître le 16 avril prochain aux éditions First, déjà disponible en ligne. Ce reportage nous emmène cette fois-ci dans une belle demeure historique de Jérusalem-Est où se trouve une des plus fascinantes bibliothèques du patrimoine littéraire palestinien. Voici un petit aperçu grâce à Daniel Campos et Sandy Fortis.
Cette maison de Jérusalem-Est est l'ancienne résidence d'Issaf Nashashibi, un spécialiste de la littérature palestinienne. Aujourd'hui, c'est le Centre Nashashibi pour la culture et la littérature, une institution en grande partie établie grâce à Ishaq al-Husseini, membre de l'éminente famille al-Husseini, en collaboration avec l'organisation Dar al-Tifl al-Arabi. Leur objectif, créer une bibliothèque dédiée à la recherche et des archives manuscrites. Le premier étage accueille les activités culturelles, des soirées de poésie, des concerts, une galerie d'art, des expositions ou des débats sur l'art et la culture. Le dernier étage est occupé par la bibliothèque, le centre de recherche, les livres anciens, ainsi que les textes et manuscrits anciens. La collection compte plus de 800 manuscrits en arabe, en turc ottoman et en persan, le plus vieux d'entre eux datant du XIIe siècle. À sa création en 1982, l'institution sert principalement de bibliothèque de recherche. En 1997, le centre décide de modifier ses objectifs et de se consacrer à la promotion du patrimoine littéraire. Des événements culturels sont alors organisés pour attirer les étudiants de Jérusalem-Est. Pendant longtemps, le centre souffre de l'absence de catalogue informatisé, mais grâce à l'acharnement de Shaima Abdallah al-Boudayri, le processus de numérisation et de restauration de ces précieux livres et manuscrits anciens a commencé. Bientôt, cette impressionnante bibliothèque du patrimoine culturel palestinien sera à la disposition des chercheurs du monde entier. Et dans quelques instants, nous parlerons des studios Disney et de ses nouveautés avec Sandy Fortis. Mais avant cela, on passe tout de suite aux highlights. Différents ensemble, c'est le nom d'un projet artistique éducatif fondé sur la coexistence. L'objectif, inculquer les valeurs d'égalité, de tolérance et de reconnaissance des autres cultures et ethnies. Un projet israélien qui s'est inspiré du programme Embracing Our Differences, créé il y a 10 ans à Sarasota en Floride. C'est la première fois qu'Israël fait partie de cette aventure, financée par la Jewish Foundation de Sarasota Manatee. Le principe, 20 écoles de Tel Aviv-Jaffa et ses alentours ont soumis les centaines de travaux réalisés par leurs élèves de primaire et secondaire. Les meilleurs, sélectionnés par un jury, ont ensuite été agrandis en d'immenses affiches qui sont désormais exposées aux yeux de tous dans le port de Jaffa. Et j'accueille sur ce plateau Sandy Fortis. Sandy, bonjour. Et les studios Disney qui n'en finissent plus de communiquer. C'est au tour de La Belle et la Bête. Exactement, on vient d'apprendre la date de sortie du prochain live action de Disney. C'est l'adaptation de La Belle et la Bête qui sortira le 17 mars 2017. Une année plus tard que ce qu'on pensait, donc on devra patienter pour avoir les premières images. Mais en attendant, on en sait un peu plus sur le casting. Le père de Belle devrait être joué par Kevin Kline. Madame Samovar, la célèbre théière gouvernante, sera prise par Emma Thompson. Luke Evans incarnera Gaston. Quant à son meilleur ami un peu fou, il sera joué par Josh Gad. Alors c'est pas la première fois qu'un dessin animé Disney est ainsi adapté au cinéma. Exactement, alors en 1996 déjà, Glenn Close et Jeff Daniels avaient ouvert le chemin avec les 101 Dalmatiens. En 2010, c'est vraiment à ce moment-là en fait que les live action commencent à faire fureur, avec l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton. Le film avait cartonné au box-office en engendrant plus d'1 milliard de dollars de bénéfices. Et c'est vraiment à ce moment-là que les studios Disney se sont décidés à surfer sur cette tendance. Alors on a pu en voir plusieurs depuis, comme Maléfique en 2014, qui est une reprise de l'histoire de La Belle au Bois dormant avec Angelina Jolie comme fée maléfique. Encore une fois, un gros succès avec 758 millions de dollars de recettes. D'autres projets sont en cours. On parle du Livre de la Jungle de Jon Favreau qui est prévu pour octobre 2015, ou encore Dumbo, encore une fois par Tim Burton, qui devrait être tourné courant 2016, et bien sûr le tout dernier Cendrillon, sorti ce week-end aux États-Unis. Et un succès de plus pour Disney, justement. Effectivement, la nouvelle adaptation de ce classique signé Kenneth Branagh a démarré avec un très 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 beau succès, 70 millions de dollars de recettes dès le
premier week-end. Rien qu'aux États-Unis, quand on y ajoute les recettes des autres pays, on arrive à un montant de plus de 132 millions de dollars. C'est un début donc très prometteur. Pour savoir si les Français vont accepter et aimer cette nouvelle version, il faudra attendre le 25 mars. Les spectateurs auront d'ailleurs une petite surprise. C'est le petit court-métrage sur La Reine des Neiges, une petite suite. Ça donne envie. Merci beaucoup Sandy Fortis d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de Culture Le Mag. Vous retrouverez dès demain Laetitia Loreni, puis la semaine prochaine Valérie Abbé-Cassis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur i24 News.